Monsieur le maire, vous allez bien? 31 août? Ben oui. Ça te rappelle des choses? Ben oui, c'est la fête à mon père aujourd'hui. Oui, mais... Bonne fête. Bonne fête à M. Gendron, mais, Oui. mais à part ça, 31 août, Lady Di. Ah! T'étais où? Bon. T'étais où quand c'est arrivé? Moi, j'étais dans mon bureau d'avocat à Montréal, c'est la rue de Lorimier, au coin de Masson, quand c'est arrivé. Tout s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Oui, le char s'est arrêté raide, pas mal. Oui. Non, mais, non, mais la planète entière était tournée vers ça. Mais tu sais pourquoi le monde a eu de la sympathie pour elle? C'est à cause de la mégère. À La cause reine, de... La reine, à cause de la mégère. reine. La belle-mère, la belle-mère. Ah, C'est à oui. cause d'elle qu'on a eu de la sympathie pour Lady Di. Sans ça, c'est... Puis le prince Charles qui était Non, mais- frette comme un cube de glace. Imaginez non, mais- le prince Charles dans le lit avec Lady Di, comment ça devait être beau. Non, mais... Oui. Kermit la grenouille. OK. Bon, as-tu vu la nouvelle de ce matin concernant les sans-abri? À Montréal, dans les parcs, là, on a défini un certain nombre d'endroits pour dire les sans-abri, s'ils se trouvent à cet endroit-là, on va les arrêter puis on va leur donner une amende de 141 $. C'est qui à l'hôtel de ville qui a pensé à ça? Quand est-ce qu'un sans-abri va être capable de payer 141 piastres d'amende? Puis quelle adresse que tu vas mettre sur l'étiquette? Ben non, mais c'est pas... Mais ça... Le parc Vigée. Et, Ah, combien de temps ça va traîner devant les tribunaux? Combien d'avocasseries que ça va prendre? Oui, ça va coûter plus cher à la ville, l'étiquette, que de récolter. Et le problème ne sera pas résolu. Le problème des sans-abri va rester le même. Mais tu sais que Drapeau avait trouvé la solution quand le pape était venu à Comment Montréal. On avait parqué sans-abri dans des maisons en attendant, pour pas que ça paraisse. Mais oui. Dans le temps des Olympiques aussi. Oui, mais un jour, faudrait régler ce fameux problème. Comment tu le règles? Écoute, moi, j'arrive le matin, je vais assez cassé. Quand j'arrive à Pile Sainte-Catherine, il y a un guichet de la Caisse populaire des Jardins. Il couche là. Ils couchent là-dedans. Ça sent le diable. Ça n'a pas de bon sens. Les gens qui... Tu te pinces le nez pour aller faire un dépôt ou un retrait chez Desjardins. Puis les gars, vers 6h30, 7h, sont obligés de venir laver ça pour... Mais tu sais que ça a toujours existé, ça, les vagrancy-là, les lois que les Britanniques avaient fait au 19e siècle pour empêcher les vagabonds de venir dans les villes. Ça a toujours existé. Ça fait partie du paysage urbain, ça, les sans-abri. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas les aider, mais il faut pas les tasser. Ça va donner quoi? Tu vas les envoyer dans Hochelaga-Maisonneuve? Non, mais en tout cas, c'est pas une solution. Il n'y en a pas de L'amende à solution. 141 Ça, là-dessus, tu as raison, il n'y en a pas de solution. Il faut revenir sur tout le phénomène. Hier matin, ça a été notre sujet. Ça a été, on en convient assez lourd, tous les témoignages qu'on a reçus concernant le suicide comme tel chez les deux jeunes. Et là, on en rajoute ce matin en commençant à développer davantage. Puis je pense que le Journal de Montréal avait raison. Le Journal de Montréal avait raison quand il a évoqué en premier lieu la thèse du suicide. Puis là, tout le monde s'est mis à être sur les freins. Puis les politiciens, très corrects, disaient on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Mais il en demeure pas moins qu'on avance vers cette possibilité-là, qu'il se soit chicané. On ne sait pas pourquoi, avec qui, mais il y a quelqu'un qui s'est prétendu être sa femme qui a téléphoné à 911 pour dire qu'il s'en allait se jeter dans le fleuve. Il s'est pas rendu, mais il roulait 160 km à l'heure. Selon les informations que moi j'ai obtenues là, à Repentigny, 160 km à l'heure dans une zone de 50 quand il a frappé la remorqueuse. Ça me rappelle Gaétan Giroir, tu sais. Tous les témoignages de Benoît Sauvageau, c'était l'image du bon gars. La mairesse de Repentigny était tellement optimiste qu'en était fatigant. Gaétan Giroir aussi, personne ne l'a vu venir. Non. La pression de la personnalité publique fait en sorte qu'à un moment donné, la calotte peut sauter. La pression, tu me dis ça là, de même, Oui. la pression. Mais un député d'opposition, personnalité publique, oui, mais pas tellement visible. Là. On peut pas dire que c'était un gars de premier rang. Non, mais c'était un bourreau de travail. Puis dans son compte. comté, probablement, qui était très apprécié, très aimé. Puis à un moment donné, quand tu es un personnage public, les gens ne font plus la différence entre toi et le personnage. Et c'est là que tu sors de ton enveloppe puis tu dis... Au fond, la vie vaut peut-être pas la peine quand t'as pas vu tes 4 enfants. Ouais, mais il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Sûrement. Il y a eu une querelle. Il y a de quoi, là. Un gars capote pas comme ça en l'espace de 30 secondes au volant de son automobile. Il y a des gens qui savaient. Le problème, c'est que peut-être que comme Gaétan Giroir, tout comme Gaétan Giroir, on ne connaîtra jamais le fin fond de l'histoire. On va nous cacher ci, puis on va nous cacher ça. Puis quand on va essayer d'en parler, ils vont dire, si on n'en parle pas, c'est un suicide. Mais tu sais, là, pour un homme public, de parler de ses difficultés puis qu'il pense au suicide, là, c'est pas très glamour. Mais t'es arrivé hier matin, tu m'as jeté par terre quand t'as parlé de ça. Tu me dis, en 2005, j'y ai pensé. Puis quand la nouvelle est sortie hier en fin d'après-midi sur la façon dont il s'est suicidé, moi, c'est ce que j'avais échafaudé, là, ben oui. Comme scénario, l'accident Je me d'automobile. tuais à 138. Je me garochais devant une vanne.
C'était clair, puis, tu sais, on jongle avec ça. Moi, ça m'arrive d'y penser encore. Puis quand t'en parles, tu dis, si j'en parle, ben les patrons vont avoir peur, l'entourage va avoir peur, on va se faire mal à la gueule. Ben, si t'en parles pas, il y a personne qui va t'aider. C'est ça. Puis c'est pour ça que la presse fait un bon topo ce matin en disant, il faut en parler. Il faut en parler. C'est pas une maladie honteuse, cette affaire-là. Non, c'est le désespoir. On a appelé ça le désespoir. Ouais. Ça peut être juste momentané dans la vie de quelqu'un, mais si tu l'attrapes pas au vol, c'est là que ça peut arriver. Il peut arriver la même chose qui est arrivé à Sauvageau. Les médecins du Québec menacent ou songent à partir. Eux autres ne songent pas au suicide, ils songent à partir pour des lieux où est-ce qu'il n'y a plus d'argent. Et quand je lisais les articles, je me suis aperçu qu'un médecin du Québec gagne en moyenne, un spécialiste, gagne en moyenne 233 000 piastres par année. 100 000 de moins qu'au Canada. 110 000 de moins que la moyenne canadienne. Mais enlève l'impôt, ça fait 55-60 000 piastres. Mais c'est 1 000 piastres par semaine. Oui. C'est 1 000 piastres par semaine. Mais ils en font des heures, on s'entend. Un spécialiste, c'est rendu quasiment de la médecine de guerre. Ils ont ça d'épais de dossier le matin, ils prennent 20 minutes avec toi, ils ont plus de temps. Entendons-nous sur une chose. On ne fera pas pleurer le Québec sur le dossier des médecins, sur le salaire des médecins. Non. 233 000, le salaire moyen d'une famille, c'est quoi ici, là? Tu le disais, c'est quoi, 28 000, 30 000, 35 000 maximum, là. Salaire moyen de 35 000, c'est 200 000 piastres de plus que le salaire moyen. Je veux bien croire qu'on peut se comparer. Si on se compare, nous autres, avec des Américains qui font des émissions comme la nôtre, on fait quoi? C'est sûr, on serait déjà partis. On se met à pleurer. On pense au suicide. Tu peux pas. Tu peux pas te comparer. Oui, mais au moins, est-ce qu'on peut les respecter? Est-ce qu'on peut leur donner un environnement de travail qui est intéressant? Peut-être qu'ils feraient des concessions si on leur donnait des équipements qui se tiennent, si on vidait les listes d'attente, si on les respectait, si on les écoutait. C'est pas ça qui est arrivé d'un égo. Ouais. Les salles d'opération ne marchent pas 24 heures par jour. Puis eux autres aussi, ils prennent ça à cœur, la maladie de leurs clients. Puis ils peuvent pas, ils n'ont pas de moyens. On va bâtir un CHUM de 3 milliards, mais il n'y aura pas personne dedans puis pas d'équipement. C'est ça qui va arriver dans 10 ans. Ouais. Puis Philippe Couillard nous dit, il y a 2 jours, ça va bien, inquiétez-vous pas. Puis il y a 2 mois, il nous disait, avez-vous des solutions, ça marche plus. Puis les déséquilibres fiscaux, Québec veut 4 milliards de plus par année. Puis il demande à l'Ouest canadien de payer parce qu'on est pauvre. Puis François Legault nous dit que si on se sépare, on va faire de l'argent avec ça. Puis le centre universitaire, hospitalier universitaire, il est où là-dedans? Nulle part. Puis les Anglais vont voir leur hôpital avant nous. Ah oui, la construction va... Voilà. Ah oui, les Anglais ça va bien. Les Anglais, eux autres, ils avancent. Ouais. Nous autres, on en parle. On aime ça le mémérage sur les dossiers. Ah, c'est pas fini. Les tables de discussion. Et qu'on va parler longtemps. L'Église catholique, puisqu'on parle de médecins, as-tu lu la nouvelle à l'effet que l'Église catholique a excommunié des médecins en Colombie qui ont avorté une jeune fille qui était tombée enceinte par l'agression sexuelle de son beau-père. Ouais, elle avait 11 ans, la fille. Là, l'Église catholique a excommunié les médecins. Est-ce que je peux parler, moi? Oui, je te laisse. Oui, je te donne la permission. Je te donne la permission. Mais je sais que la vie, c'est important, qu'il faut protéger la vie, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu protèges la vie en faisant la promotion de l'inceste, il y a un problème. Ouais. Parce que tu as une position en fonction de l'avortement, tu n'es pas nécessairement en faveur de l'avortement. Ben, personnellement, dans ma vie, non, mais qui je suis, oui, mais ta position ressemble davantage à celle de l'Église catholique. Moi, ça? Oui. Dans ma vie personnelle, je suis contre l'avortement, mais qui je suis pour décider pour mon voisin? Ça fait que je suis pro-choix. Ça me regarde pas, moi, ce que le voisin va faire de son corps. OK. Donc là, moi, ce qui m'a allumé, c'est que, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a excommunié des médecins qui ont fait leur devoir envers une petite fille. Et en parallèle avec tout ça, j'ai jamais vu l'Église catholique excommunier un évêque, un prêtre qui a un prêtre pédophile. Un pédophile. Non, c'est tout ce que l'Église fait, elle a des places de paroisse. Ah oui. C'est ça qu'ils ont fait, l'Église catholique. Quand on abusait à telle place, on les déplaçait de paroisse. Non, pas juste de paroisse. On va prendre une paroisse, on les envoie aux États-Unis, on les envoie dans le bout de Boston, puis après ça, on en prend d'ailleurs, puis on les amène ici. Le diocèse de Boston est en faillite à l'heure où on se parle, puis la solution du pape Jean-Paul II, qui va être canonisé bientôt, c'est de prendre le cardinal là, puis de l'envoyer à Rome pour finir ses jours. C'est beau, on cache. Ouais. C'est ça qu'on fait. J'aimerais ça que tu me parles d'André Arthur. Ah, je pensais qu'on l'avait oublié. Non, André Arthur, j'ai vu ce matin qu'André Arthur, je ne sais pas si c'est vrai ou si on a voulu faire une blague avec ça, on dit qu'André Arthur va vendre des balayeuses. Oui, de la publicité pour une compagnie de balayeuses, puis là, les députés s'interrogent sur l'éthique. Parce qu'à un moment donné, il y aurait peut-être un contrat de balayeuse qui pourrait être passé entre la Chambre des communes et l'éthique? La compagnie. Pourquoi l'éthique dans ce cas-là? Parce qu'il y aurait une apparence de conflit d'intérêts. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ah, ben. Mais il faut toujours prendre un backup dans la vie. C'est comme moi ici, si je perdais ma job dans les médias, il faudrait peut-être que je vende des balayeuses.
Mais j'ai le physique pour vendre des balayeuses, contrairement à André Arthur. Tu connais les légendes urbaines. Quand tu arrives voir la madame à la maison, vous voyez, ma belle balayeuse, les boyaux, les tuyaux, le sac. C'est parce que... bon, moi, là-dedans. C'est parce que vendre des balayeuses, remarque que lui, c'est parce qu'il est bien poursuivi. Un jour, tu seras peut-être obligé de penser à ça si tu fais pas attention. C'est ça, de vendre des balayeuses. De vendre des balayeuses. Non, mais c'est parce qu'on parle de conflit d'intérêts, puis je pense qu'on exagère. Quand on dit une affaire comme celle-là sur André Arthur, le conflit d'intérêts. Hey, le conflit d'intérêts des députés qui frayent avec les lobbyistes puis qui font... Ah ben ça, c'est fréquent. Et puis... non. Moi, les histoires de conflit d'intérêts apparents pour une histoire de vente, là. André Arthur, son hobby, c'est de conduire des autobus. Est-ce qu'il est en conflit d'intérêts? Il y a des cas pires que ça. Moi, je connais des députés qui sont bien proches de l'asphalte. Comme qui? Comme qui? Non, plus de nom. Bon, il y a un sondage ce matin, puis on parle beaucoup d'élections. Le mot élection est dans l'air, ça va être notre sujet aujourd'hui. Dans un premier temps, on regarde chez les conservateurs, ça glisse au Québec. Ils ont perdu 9 points dans les intentions de vote. À cause du Liban, je pense. 9 points par rapport à la dernière élection. Ça, ce qu'on a, c'est le tableau du Québec, à cause du Liban. Mais en même temps, il faut dire aussi que le Bloc québécois est aussi 9 points en arrière par rapport à ce qui était au moment de l'élection générale du mois de janvier dernier. Il est à 36 au lieu de 45. Mais au Québec, la question, c'est Jean Charest se promène actuellement avec la sacoche. Et il donne à gauche et à droite, il règle à gauche et à droite, et on regarde dans les intentions de vote, le Parti québécois est en avance à 37 %, le Parti libéral est à 32 %, l'ADQ à 13 %, le Parti vert à 9 %, en avant de Québec solidaire à 7 %. Quand tu regardes ce tableau-là, tu te dis, il est en arrière, il n'ira peut-être pas en élection. Mais en même temps, quand tu t'en vas en élection, t'es mieux de partir un petit peu en arrière puis gagner des points tous les jours parce que c'est là que tu convaincs les gens que tu es en train de renverser la vapeur. Parce qu'on a vu ça des gens partir. On a vu Mario Dumont partir. Le syndrome de l'ADQ, oui. Le syndrome de l'ADQ, partir d'en haut puis tomber à presque rien. Direct. Tomber à presque rien. Et la donne qui peut changer, moi, en tout cas, si j'étais Jean Charest, j'attendrais un peu, mais toi, tu dis qu'il va aller cette moi, ça fait longtemps. Moi, je sais qu'on a commencé à penser à ça autour de lui au mois d'avril le dernier. Je l'ai d'ailleurs dit ici le 4 avril. Oui, tu l'avais annoncé officiellement. Il y a ça. Mais là, il faut qu'il coordonne les choses avec le fédéral. Est-ce que c'est Harper qui y va en premier ou si c'est lui? Moi, je laisserais passer Harper en premier parce que de toute façon, c'est une situation gagnante. Si Harper se plante, Charest pourrait dire « je serai le défenseur des intérêts du Québec ». Et si Harper fait un succès, je serai l'allié du fédéralisme rentable. Mais la donne qui peut changer tout, c'est Pauline Marois à la tête de Québec solidaire. Tu reviens avec ça? Oui, parce que là, on va gruger dans l'avance du PQ et mon petit André, c'est fini, il retourne à Saint-Donat. C'est ça qui va arriver. Mais une élection cet automne, ça serait un coup fourré pour André Boisclair. Un coup fourré? Ben non, mais dans le sens que tu dis au gars, regarde, c'est beau, tu t'en viens, là, mais défais pas tes boîtes. Non, pas tout de suite. Défais pas tes boîtes. C'est ça qui risque d'arriver. Ça se pourrait. Si Pauline fait son annonce à Québec solidaire, ça serait méchant. Mais tu prévois ça réellement. Mais ça se peut pas, un parti à deux têtes. Ça se peut pas en campagne électorale. Oui, mais ça se peut pas. Oui, mais ça se peut pas qu'elle fasse ça au Parti québécois. À moins que... Moi, j'ai entendu dire que Pauline se faisait pousser une moustache, donc ça se peut qu'elle soit à la tête de Québec solidaire. Non, mais blague à part, c'est vrai. Moi, ça me surprendrait pas. Et là, le PQ est fini. Parce que le chef est moins populaire que le parti. Les péquistes n'aiment pas André Boisclair. C'est ça le problème. Oui, mais tu peux pas dire que le Québec aime beaucoup Jean Charest quand tu regardes les sondages. Mais si tu procèdes par élimination, lequel? Ça va être Charest. Donc, on est en mode électoral. Pour quand? Nous autres, on s'entend pas. Mais on voudrait vous entendre ce matin. Est-ce que vous croyez vraiment que Jean Charest est en mode électoral? Est-ce que vous croyez... Il y a même son député, David Vassell, qui a dit hier, Jean Charest est prêt pour mettre KO. Knock-out technique. Knock-out technique ou knock-out du chef André Boisclair du Parti québécois. Ça, j'aime moins ça. Ça, c'est un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est vrai que ça va être beau à l'Assemblée nationale. Mais c'est parce que ça peut te rebondir dans la face. Ça, c'est le genre de déclaration habituellement que tu ne fais pas en politique. On me dit que les libéraux ont beaucoup de cartes dans leur manche, beaucoup de squelettes dans le garde-robe pour M. Boisclair. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'en ai testé quelques-uns. Donc, ça risque d'être intéressant. Oui. OK. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, Charest est-il vraiment en mode électoral? C'est la question qu'on vous pose. Et puis, parlez-nous de ce que vous sentez
chez vous, dans vos comtés, à Montréal, dans les régions, par rapport à ce qui vient de se faire, parce qu'il a dépensé pas mal d'argent depuis quelques mois. Il a trouvé de l'argent partout, pour le scolaire, pour ci, pour ça. Alors, appelez-nous. Jean Charest est-il vraiment en mode électoral? Commencez à réserver vos circuits. Le numéro pour les gens de Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, sans frais. 1-877-790-3535, ou encore écrivez-nous par Internet, www.tqs.ca. On va parler à quelqu'un qui suit ça de près. C'est le correspondant du journal Le Devoir sur la colline parlementaire, Antoine Robitaille, qui est en ligne avec nous. Avant de prendre vos premiers commentaires sur notre question ce matin, est-ce que vous croyez que Jean Charest est vraiment en mode électoral? Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour. Vous croyez que les élections pourraient avoir lieu, non pas cet automne, mais au printemps? Oui, c'est ce qui semble arriver, c'est ce qui semble se préparer. On voit là que, bien qu'il y ait des nouvelles satisfaisantes pour Jean Charest dans le sondage COP La Presse de ce matin, par exemple, là, on voit qu'ils ont pris 8% dans le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement. On est rendu à 40% de satisfaction, alors que, vous savez, pendant longtemps, le gouvernement Charest là, était autour de 70%. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais je pense que la donnée centrale pour déclencher des élections, c'est quand même les intentions de vote. Et dans les intentions de vote, on voit que le gouvernement libéral stagne. Et il stagne sérieusement, malgré une pluie d'annonces au printemps. Il réussit pas à prendre les 5 points d'avance qu'il aurait besoin pour déclencher les élections. Et ils n'ont pas 5 points d'avance, au contraire, hein, ils ont 5 points de retard sur le Parti québécois. Mais attendez, moi j'ai une petite question pour vous, M. Robitaille. Oui. Quand même, dans la mouvance générale de la tendance, vous parliez, la satisfaction qui augmente, est-ce qu'on va finir par aimer Jean Charest à cause du fait qu'on déteste André Boisclair et là, il pourrait se faufiler? C'est vrai que là, on s'aperçoit dans le sondage de ce matin que les gens préfèrent le Parti québécois à André Boisclair. On veut une alternative. Les Québécois cherchent une alternative et c'est sûr qu'entre un chef politique qui est plutôt hautain, qui semble distant, qui est même les gens là, j'étais à la sermentation du chef du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles, c'est-à-dire la semaine passée. Et qu'est-ce qu'on disait dans l'entourage? On disait, c'est vrai que M. Boisclair a l'air crispé quand on lui pose des questions. Il refuse de répondre aux questions. Alors, votre question est intéressante. Est-ce qu'on va finalement se tourner tranquillement vers Jean Charest par dépit? Je pense que la question est bonne. Quand vous dites, là, Jean Charest a fait beaucoup d'annonces au cours des derniers mois, qu'est-ce qui est significatif pour vous de choses qu'un gouvernement fait justement parce qu'il s'en va en élection alors qu'il aurait pu attendre à plus tard pour le faire? Ben, il y a sûrement les 325 millions accordés aux universités un peu par surprise, après le congrès des jeunes libéraux au début août. Nous-mêmes, de la colonne parlementaire, là, à la tribune, on était surpris d'entendre Jean Charest dire qu'ils allaient réinvestir tout de suite, sans attendre Ottawa, dans les universités et les cégeps. Et après cette annonce-là, nous, on est allé tout de suite poser des questions à Jean-Marc Fournier, qui lui-même, Jean-Marc Fournier, ministre de l'Éducation, ne savait pas qu'il allait participer. Et ça m'a été confirmé par son attaché de presse. Il savait même pas qu'il allait participer à la conférence de presse qu'allait donner après la fin du congrès Jean Charest. Donc, vous voyez qu'il y a eu là une sorte, je dirais pas improvisation, c'est clair qu'on discutait depuis longtemps de réinvestir dans les universités et les cégeps. Mais là, au printemps, il y a eu une grosse nouvelle. La cote de crédit du Québec a été améliorée. Et là, on sait que ça fait économiser beaucoup d'argent au gouvernement. Il y a aussi les hausses de d'évaluation municipale qui vont entraîner une croissance des revenus, donc. Et là, le gouvernement s'est dit, on y va, on investit dans les universités, puisque on sait très bien que les urbains aiment les universités
Et il y a beaucoup d'urbains chez les universitaires. Puis aussi, nos universités crevaient de faim depuis plusieurs années. Donc, ils ont décidé de sortir ce lapin-là de leur chapeau. Et ça a été très surprenant. La question du déséquilibre fiscal, là, reporter la conférence des premiers ministres, ce qu'a annoncé hier Stephen Harper, est-ce que ça vient jouer un rôle dans votre appréciation du risque d'une élection hâtive? Ça, c'est clair. Est-ce que, là, il va falloir savoir ce que Jean Charest exactement pense stratégiquement. Est-ce qu'il préfère aller en élection avant une solution au déséquilibre fiscal qui nécessairement va pas contenter personne, là. Ah oui. C'est clair que le Québec voudrait à peu près 4 milliards par année. Hein? C'est sûr que moi aussi, je voudrais une augmentation de salaire de très grande. Hein? Bon, alors, ça, c'est sûr que ça va décevoir bien du monde. Puis André Boisclair, puis même Mario Dumont, l'autonomiste, ils vont dire c'est parti, Jean Charest a raté son coup. Donc, peut-être qu'il préférerait, Jean Charest, aller sur une promesse, en élection sur une promesse, en disant, même peut-être, en arguant du déséquilibre fiscal, en disant, donnez-moi un mandat fort, je vais aller négocier encore mieux. Déjà que Harper nous a promis qu'il réglerait cette question-là, donnez-moi un mandat fort. Là. Ça peut être un argument très fort. Voilà le thème de la prochaine campagne électorale. Défendre les intérêts du Québec. Là, il coupe le pied à Boisclair. Ça marche tout le temps, défendre les intérêts du Québec. D'après vous, un thème à l'Union nationale. Oui. Mais d'après vous, là, Québec solidaire peut pas rester à deux têtes. Là. Pauline Marois va prendre ça, cette chefferie-là? Ah, Pauline Marois? Ah, j'avais jamais pensé à ça. Non, mais imaginez qu'elle prend ça, là, ça veut dire que le PQ, là, on divise le vote. Ah, c'est pas possible. Écoutez, Québec solidaire a une maire et c'est Françoise David. Et je pense que c'est impensable qu'il y ait quelqu'un d'autre qui devienne chef. Parce que Pauline pourrait être la grand-mère. Non, mais attention, il y a une distinction entre la gauche extrême qui représente Québec solidaire, où il y a plusieurs, par exemple, théoriciens de la conspiration. On pense à Omar Aktouf, on pense à Amir Kadir, et ce sont des gens qui sont proches du Québec communautaire aussi, des coopératives d'habitation. Oui, mais Pauline, là, c'est une ancienne... Là, Pauline Marois n'est pas tellement là-dedans, moi, je pense. Oui, mais c'est une travailleuse sociale, Pauline. La gauche caviar, là. Hey, oui, je le sais, mais c'est une ancienne travailleuse sociale, tu sais. Elle a une graine dans quelque part de communiste. Hein? Oui, mais elle est devenue... non, oui. Mais non, elle est devenue madame. Aussi, elle est devenue madame. Oui, mais je sais. Une ancienne ministre qui a appris à composer avec les difficultés de la réalité, alors que les gens de Québec solidaire sont dans l'utopie, là. Ils sont encore dans leur crise d'adolescence. Oui. Monsieur Robitaille, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Au plaisir. Au revoir. Jean Charest, donc, la question est sur la table. Cet automne, au printemps, déséquilibre fiscal, est-ce que c'est ça le thème? Est-ce qu'il veut couper? Est-ce qu'il est capable de faire ce que Vincent a dit? KO à André Boisclair. Toutes ces questions-là sont sur la table, mais on commence par vous la poser de la façon suivante. Charest est-il, selon vous, vraiment en mode électoral? On fait une pause et on commence à prendre vos appels. Des gens qui nous demandent qui sont ces gens avec des pancartes derrière nous à l'extérieur des studios parce qu'on est au niveau de la rue. Ce sont les pressiers de Québécois, ceux qui impriment le Journal de Montréal habituellement parce qu'ils sont en grève. Puis le Journal de Montréal, juin. Depuis juin. Mais le Journal de Montréal est quand même imprimé. En Ontario. C'est en Ontario. En partie, oui. En partie en Ontario. Ah bon. On va prendre un premier appel. Martin, à Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Ben moi, je pense que Jean Charest va faire des élections à l'automne. C'est définitif. Ah, pourquoi? Oui, bien parce qu'en fait, Jean Charest va de déception en déception en déception plus le temps passe. Bon, quand il s'est fait élire, on nous avait promis des baisses d'1 milliard de dollars par année. On a eu une hausse depuis leur élection de 2,5 milliards.
On nous avait promis qu'on s'occuperait de la santé. Souvenez-vous, avant l'élection provinciale, la santé, c'était un des dossiers les plus importants. Les files d'attente n'ont pas diminué. Et regardez le sondage qu'on a sur les médecins spécialistes ce matin. C'est catastrophique ce qu'ils ont fait en santé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que ça a nuit au système de santé vis-à-vis des spécialistes et des médecins. Ouais. On nous avait promis aussi une troisième chose, c'était le développement économique. Monsieur Gendron, vous êtes une des victimes de la stratégie de développement économique de Jean Charest, vous le savez. Le taux de chômage est à 8 %. Il a augmenté depuis qu'ils sont au pouvoir. Alors, quand on se concentre sur le bilan de Jean Charest depuis l'élection, s'il faut qu'André Boisclair rentre à l'Assemblée nationale et se met à regarder le bilan de Jean Charest point par point, Jean Charest va faire vraiment mauvaise mine. Mais l'autre point récent, je vais vous mentionner un autre point récent qui est très important aussi, qui a joué dans les sondages récemment, c'est l'alignement de Jean Charest sur Stephen Harper suite à son élection. Quand il s'est aligné sur Stephen Harper, OK, il a dit à ce moment-là, enfin, on va avoir une voix en diplomatie étrangère. On parlait de l'UNESCO à l'époque et tout ça. Il est arrivé la guerre du Liban. Et ça a fait très mal à Jean Charest. Parce que Jean Charest a essayé d'aider les Libanais. On l'a vu et c'est tant mieux. Il l'a bien fait dans ce dossier-là, je pense. Mais on le voit que Stephen Harper a parlé pour les Québécois, au nom des Québécois dans ce dossier-là, et il ne représentait mais pas du tout l'opinion québécoise dans ce dossier-là. Vous pensez que ça va avoir un effet dans la balance énorme. Ça va avoir un effet énorme parce que les Québécois veulent une voix à l'étranger, veulent une voix diplomatique qui les représente. Ça ne peut pas être un enjeu électoral provincial, ça, la diplomatie québécoise, parce qu'on sait que de toute façon, c'est une vraie farce. Ça vient jouer dans la souveraineté du Québec, ça vient jouer dans l'idée d'André Boisclair qu'on se doit d'être souverain pour être mieux représenté. Donc le débat sur la question nationale va être un enjeu électoral et c'est là que les gens ne feront pas confiance à Boisclair. Tu ne peux pas confier les destinées d'un pays à ce gars-là. Oui, mais ça, il faut faire attention. Faisons attention parce que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les deux chefs sont impopulaires. Jean Charest est très impopulaire. Les seules personnes qui aiment Jean Charest au Québec, là, qui l'adorent, qui le vénèrent, on l'a vu dans la conférence de presse, ils étaient tous assis autour d'une table hier, lors de la conférence de presse de Jean Charest. Il mangeait ses paroles. C'est ses ministres et c'est son cabinet qui est très proche de lui. Mais le reste du Québec, là, je veux dire, son impopularité est énorme, même si ça se rétablit un peu. Là. Oui, mais si on élit un chef qui va nous séparer du Canada puis qui s'appelle André Boisclair, le réflexe normal d'un être humain, c'est de se réfugier dans ses vieilles chaussettes puis on va voter pour Charest. Ben non, mais il faut faire attention. Les Québécois vont pas voter à la prochaine élection. On n'est pas cons, on n'est pas dupes. Les libéraux vont sortir la vieille marotte de la séparation. Mais là, ça fait 3 élections qu'on nous sort ça. Là. Alors, les Québécois vont voter en fonction d'un gouvernement responsable, un gouvernement compétent. Je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir des élections à l'automne prochain. C'est parce que Jean Charest attendra pas, premièrement, que André Boisclair puisse critiquer son bilan. Et deuxièmement, vous avez parlé de Québec solidaire tout à l'heure, mais vous avez oublié l'action démocratique. On ne sait pas ce qui va se passer à la DQ d'ici les prochaines élections. Et si on retarde les élections, il se peut qu'à la DQ, on aille chercher une vedette et que ça permette à la DQ d'aller gratter des points, pas au Parti québécois, mais au Parti libéral. Aller chercher une vedette, ça veut dire tasser Mario Dumont. Absolument. C'est pas fait, ça. Merci, Martin. Merci, Martin. Merci. On va prendre un autre appel à Québec. Luc est en ligne. Bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Bon, ben alors, moi, je crois que les élections provinciales vont dépendre de ce qui va se passer à Ottawa cet automne. C'est parce que, vous savez, il y a le vote en chambre sur le bois d'œuvre qui va avoir lieu. Et Harper a dit que ça allait être un vote de confiance. Oui, mais le Bloc québécois va voter en faveur de... Oui, mais en tout cas, on sait tous, hein, la politique, c'est un jeu, hein. Ouais. Et puis, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça va passer quand même, mais c'est un vote de confiance. Et comme le gouvernement est minoritaire, si le gouvernement tombe, il y a des élections fédérales à l'automne. Donc, ce qui repousserait les élections provinciales au printemps. Par contre, si le vote passe, ça va être des élections provinciales au mois de novembre. Et puis, et ce qu'il faut, et j'entendais l'intervenant précédent, en tout cas, je crois qu'il y a un parti pris. Moi, là-dedans, je suis neutre, parce que je demeure au Québec. Je suis pas natif du Québec, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis au Québec. Et je peux vous dire que même si je suis pas le fan numéro 1 de M. Charest, par contre, il a dit ce qu'il allait faire. Il a mis un terme aux années de vache grasse, un peu, si vous voulez, pour les syndicats. Et je pense que il était obligé de le faire. Et ça prenait une ligne dure, quelqu'un qui avait qui a dit qu'elle allait le faire, qu'elle allait régler ça. Et je pense pas qu'avec les syndicats au niveau provincial, avec les gros syndicats, on s'entend que le Parti québécois a été capable de faire ça. Ah ben et au niveau de la santé et au niveau des urgences, il n'y a pas un gouvernement qui va régler les listes d'attente. Ça, c'est sûr. Un ou l'autre, ça revient toujours au même.
Tant qu'on va avoir l'attitude actuelle dans le milieu médical et de la santé, tant que ça changera pas de façon de faire, ça va rester comme c'est là. On aura beau mettre plus d'argent, ça change rien, ça. Exactement, puis c'est pas seulement au Québec. Ça se passe dans toutes les autres provinces. Alors, le Québec n'est pas plus différent des autres provinces. OK. Merci Luc. OK, bonne journée, messieurs. À Trois-Rivières, maintenant, on prend un appel de Normand. Normand, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Voici, moi, je prévois que début novembre, on a des élections au Québec. Vous aussi. Et de un. Et de deux, moi, je verrais mal attendre mon ami Steven de façon qu'il va survivre de bord. Pourquoi nous, en tant que... Bon, on a la majorité. Jean Charest est quand même assez populaire au niveau de son parti. Et de un, financièrement, ils sont assez bien portants, merci. Oui, et on vient d'annoncer justement la parité de salaire entre la gente féminine au niveau du fonctionnalisme québécois. L'équité salariale, oui. Alors, ils viennent gagner des points là déjà. Alors, moi, je me dis, pourquoi, moi, Jean Charest, j'attendrais que M. Steven fasse quelque chose? Non, on a des vents dans les voiles. Le Parti québécois qui vient de sortir des congrès à la chefferie, je ne sais pas si t'as pas 30 Oui, mais attention, la question, c'est, il va-tu être capable? Parce que dans les sondages, il faut qu'il monte par-dessus le PQ. Parce que dans les régions, chez les francophones, les libéraux sont moins populaires. Ouais. Fait qu'il faut qu'il aille en chercher plus au général dans le sondage s'il veut déclencher des élections. Le 5 points d'avance que ça prend. Ça prend du travail à faire. Est-ce que tu pars avec un 5 points d'avance ou tu te dis je vais le gagner en chemin considérant que l'autre a peut-être des faiblesses que je pourrais exploiter? Mais c'est là que la Chambre, l'Assemblée nationale va faire la différence entre Charest et Boisclair. Si Boisclair se fait mettre pancarte en partant... Boisclair, ça fait le poids. Hein? Boisclair ne fait pas le poids. Non. Surtout s'il parle d'un troisième référendum, moi je décroche. À l'heure actuelle, s'il parle de référendum, souveraineté, référendum... Non. Non, c'est ça. Au niveau de la politique de la famille, là, les 4 jours de semaine de travail, il ne faut pas passer trop fort. Ben non. OK, merci Normand. Actonville maintenant. Mélanie, bonjour. Mélanie? Oui, bonjour. On vous écoute. Ça va bien? Oui. Bravo pour votre émission. Merci. Moi, je voulais juste vous mentionner au niveau de la troisième voie, au niveau de l'ADQ. Oui. On parle souvent des deux partis, dans le fond, libéral, Parti québécois et tout ça. Mais on oublie souvent aussi que l'ADQ est là, beaucoup plus qu'on peut penser sur le terrain. Aussi, dans le fond, c'est qui le chef le plus populaire au Québec? On parle souvent qu'on n'est pas content de Jean Charest, on n'est pas content de André Boisclair, mais quand est-ce qu'on dit que les gens sont contents de voir Mario Dumont? Mais Mélanie, quand vient le temps de voter, là, quand c'est le temps de mettre le X, là, ils n'en mettent pas de X pour élire des députés de l'ADQ. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu sais, Mario, on le trouve tout sympathique. On a quasiment de la pitié pour lui. C'est pour ça qu'il est populaire. C'est pas de la pitié, monsieur. C'est que c'est celui qui représente le mieux la classe moyenne. Oui, mais c'est pathétique. Peut-être qu'ils ont de la misère à passer le message avec les médias nationaux à ce niveau-là. Là. Ouais. Il est bien sympathique, Mario, mais tu sais, c'est comme s'il se promenait en Renault 5, tu sais, le chameau. On devrait appeler ça le parti de l'ADQ, le chameau. Je suis pas d'accord avec vous. Mais oui, mais c'est apprécié. Ils n'ont pas de moyens. Ils sont quasiment sur le bord de la faillite. Ils tirent le diable par la queue. C'est pour ça qu'on a de la sympathie pour eux autres. C'est le gars qui est bien bon, mais l'avion ne lève pas. Les gens d'affaires qui lui ont permis de lever un peu avant la dernière élection en 2003 ne seront pas là la prochaine fois. Fait qu'il il va manquer de gaz dans le chameau. Il manque d'émotion. Il va manquer de gaz dans le chameau. Oui, merci Mélanie. Merci, on fait une pause. Je vous rappelle notre question ce matin. Charest ou Jean Charest est-il, selon vous, vraiment en mode électoral? Il y a une photo ce matin dans un journal. On va la montrer aux gens. Parce que tu me disais des choses. Tu dis, ça t'inspire, ça t'inquiète. Attendez, on va regarder. Ça, c'est Jean Charest. Hier, évidemment, c'était le Conseil des ministres qui a réuni à Laval. C'est lui-même qui a joué au caméraman. Ouais. Et puis, on le voit, c'est la photo qui est dans un des journaux de ce matin. Alors, quand on voit un politicien faire des choses comme ça, c'est un signe avant-coureur qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pas normal. Qu'il se lâche lousse de même, ben non. Ah non? André Boisclair peut faire des stepettes tant qu'il voudra, ça fait partie de lui, là, mais Jean Charest faire ça,
Il est trop friendly, lui, là. Il y a de quoi qui s'en vient. Il y a de quoi? Ah oui. Ah ben. Quand? OK. J'ai M. Turcotte. Regarde la pensée de M. Turcotte à Matane, qui nous écrit quand même assez régulièrement. Il dit, l'élection automnale est toujours possible. Parce qu'il dit, l'entrée de Boisclair à l'Assemblée nationale va tout déterminer. Oui. Si effectivement, il y a un scandale qui éclate le jour même de son entrée ou à peu près, les sondages vont dicter la marche à suivre. Et c'est là que Jean Charest pourrait déclencher des élections. Ben moi, j'ai Pascal, ici, de Sherbrooke, une illustre citoyenne du comté de Jean Charest, qui dit peut-être, oui, qu'on est en mode électoral, mais moi, je suis prête à voter pour n'importe qui, sauf Jean Charest. Elle dit, je suis même prête à voter pour le chien du voisin. Puis elle est de Sherbrooke. Oui. Mais il y a Jeanne, à Louisville, qui dit... Jean Charest est le moins pire de tous les maux. C'est sûr que Jean Charest commence à lécher les pattes, puis de tout ça. Puis j'ai ici Marc à La Chute qui dit « Jean Charest est en mode élection, mais encore une fois, on votera pour le meilleur des pires. » C'est ça, donc le moins pire. Le moins pire des deux. Par élimination. Par élimination. C'est une tragédie, ça, pour la démocratie. Ouais. De voter par élimination. OK. On prend un appel à Montréal. On a Maurice. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, je vous ai appelé il y a 2 mois. Oui. Puis j'avais prédit que Duceppe s'en viendrait au PQ. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, mais ça n'a pas l'air de ça. Si vraiment le Parti québécois veut passer, c'est pas avec Boisclair, là. Ah non. Alors, la solution pourrait être sur le bord de Duceppe. Ça, c'est une affaire. Puis, il y a une question que j'aimerais entendre une fois là, quand il y a l'Assemblée nationale, là, qu'un député pose une question, dans l'opposition pose une question, j'aimerais ça que le député à qui va la question est répondre. Moi, j'ai pas de solution. Si vous en avez une, on travaille tous le même boss, le peuple, donnez-moi là. J'ai jamais entendu ça. J'aimerais ça l'entendre une fois dans ma vie. Critiquer pour critiquer, ça rapporte rien. Critiquer avec une solution, ça rapporte de quoi? Oui, mais quand tu es dans l'opposition, t'es mieux d'être spectaculaire dans tes critiques, puis laisse faire les solutions, parce qu'on a vu à chaque fois que les gens de l'opposition arrivaient au pouvoir, ils ne réussissaient pas à régler pour la faute de l'autre. J'avais pas vu ça de même, parce que je pensais pas que c'était si pire que ça. Ouais, nos amis d'en face nous ont mis dans le trou. La litanie des excuses pour ne pas régler les problèmes. Non, mais ça le fun, par exemple. Ouais. Je remarquais bien aussi que l'élection à l'automne, je n'y crois pas tellement. Non. Parce que Charest, il a mis des choses en marche. Il va attendre quelques mois pour que ça soit bien en place. Là, après ça, pour dire, ça a été fait, ça fonctionne. Il y a un bilan qu'il devra présenter. Parce que là, ça pourra fonctionner, qu'ils viennent en élection. Puis, définitivement, avec Boisclair, oubliez ça. Puis, je voterai pour un cochon, puis moi la main avant Boisclair. Okay. Bien, merci, Normand. Merci. Merci. On prend un appel à Amos maintenant. On a Marc. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, c'est la première fois que je vous appelle. Bienvenue. Et je voulais vous féliciter pour votre émission. Merci. Moi, la prédiction que je fais, c'est qu'il y aura des élections à l'automne. Et puis, ça va être au mois de décembre. En décembre? Oui. C'est un peu loin, c'est un peu tard, c'est dangereux en plus. Là. Dans votre coin, là, il va y avoir de la neige. Si vous me permettez, j'aimerais ça vous donner ma raison, mes raisons. Tout d'abord, là, vous avez, depuis le mois de mai, l'article du Devoir là, le dit, depuis le mois de mai, le gouvernement Charest a saupoudré ou bien donné beaucoup d'argent là, pour des projets, des investissements majeurs. Puis ça fait partie d'une stratégie, ça fait partie d'un principe en politique qu'on appelle la période de rédemption. Puis ça, je m'explique un peu, là, pour les auditeurs, c'est que quand un gouvernement a eu un mandat majoritaire, puis si ça n'a pas trop bien été dans les dernières années du mandat, là, le gouvernement se garde 1 an pour faire des pour faire des investissements, donner des cadeaux, finalement. Oui, on commence rough puis on finit en beauté. C'est ça. Une autre raison qui fait que il va y avoir des élections à l'automne, je verrais bien mal le premier ministre du Québec faire plein d'annonces depuis le mois de mai et puis arriver au mois d'avril prochain puis dire on a fait ça. Les Québécois ne vont pas se souvenir. Pas assez de mémoire. La mémoire est de 6 mois. 3 même. Des fois, là, je vais vous dire une chose. La mémoire, c'est pas fort. Fait que s'il annonce ça tout de suite puis il pense qu'il va faire des élections au mois d'avril, vous avez raison. C'est trop loin. Il y a une troisième raison là-dessus, c'est que c'est certain que M. Charest va laisser M. Boisclair débattre à l'Assemblée nationale. On
on peut prévoir 3 semaines de débats intensifs à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Oui, la rentrée. Musclée. La rentrée, et ça va être la rentrée la plus intense d'histoire de... Oui, puis on va mettre la table. Charest va mettre la table. Oui, et puis moi, je peux vous dire que... les pièges à ours. Faut pas oublier... La chasse arrive à fin octobre, vous savez. Oui. Ben, c'est au mois de septembre en Abitibi, mais ailleurs, oui, c'est un peu plus tard. Oui. Monsieur Charest, il est évident, là, puis sans faire de jeu de mots, il est prêt. Oui. Il attend M. Boisclair de pied ferme. Et puis pour M. Boisclair, là, pour emprunter une expression d'une de vos collègues, là, ça va prendre plus qu'un sourire carnassier pour impressionner les Québécois et les Québécoises, là. Ça se pourrait. Merci beaucoup, Marc. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Au revoir. On va rejoindre Dave Leclerc à Québec. On va aller voir c'est quoi la question du Grand Journal à midi aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour. Je souris, mais c'est un sujet un peu triste aujourd'hui parce qu'on va parler de suicide. Okay. Vous savez qu'au cours des derniers jours, on a relaté quelques suicides dans les médias, notamment ceux des 2 adolescents du côté de Saint-Dominique. Oui. Ça semble vouloir se confirmer dans l'histoire aussi du député Sauvageau. Il y a un autre accident mortel impliquant un adolescent et un train à Saint-Constant. L'hypothèse des suicides est regardée. Alors, ce midi, notre question est la suivante. Suicide, est-ce un geste de lâcheté ou un geste de courage? Sommes-nous moins bien outillés pour faire face aux défis, aux difficultés dont on vit dans notre vie? Évidemment, on va aborder le sujet et j'ai bien hâte d'entendre les gens là-dessus parce que dans le fond, est-ce que c'est un geste de courage ou un geste de lâcheté? C'est souvent la question qu'on se pose. Là, c'est drôle. Mais c'est une question, moi, j'ai bien de la difficulté. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ouais. Non? Non, c'est au-delà de ça. Ouais, hein? On appelle ça du désespoir, point à la ligne. C'est un désespoir qui est extrême. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a du courage ou de la lâcheté là-dedans, mais bon. C'est difficile à dire. Ça dépend des catégories, puis ça dépend des situations. Moi, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer en phase terminale, qui décide de mettre fin à ses jours, ça, c'est peut-être un peu... c'est pas de la lâcheté, c'est du courage. C'est de se prendre en main par rapport à ce qui reste de vie dans le corps humain. C'est pas tout à fait la même chose. Mais pour les jeunes, c'est dur à dire. On vous écoute. Ça va être intense. Merci, Dave. Je vous rappelle notre question. Charest est-il vraiment en mode électoral actuellement? Ah oui, là vraiment, là, je réfléchissais à la pause et je pense que peut-être tu as raison. Outre la photo de Charest. J'aimerais ça avoir raison. Parce que la semaine dernière, je passe chez nous en sortant du village. C'est une route provinciale qui traverse la ville, la 138. Et puis le gars du MTQ m'arrête. Monsieur le maire, il faut vous parler. Il dit, je vous apprends qu'on fait tout le pavage de la Grande Rue, le ministère des Transports. Mais j'ai dit, vous pouvez pas faire ça. On s'en va faire du creusage pour les infrastructures, l'égout, l'aqueduc, l'enfouissement des fils l'année prochaine. Fait que j'ai tout fait arrêter ça. Et là, ça me dit que oui. Il va y avoir des élections si tu fais du pavage. Mais t'es en train de me dire, t'es en train de me dire qu'on est encore à un stade où les gnognottes qu'on donne à gauche et à droite font en sorte que tu peux gagner des votes. Chez nous, oui, ça marche encore à l'asphalte. Oui, mais regarde ce que Denis à Asbestos nous dit. Je crois qu'on va déclencher des élections dès cet automne, après l'émission des chèques d'équité salariale. J'ai de la misère à penser que ça va avoir une influence. Les gens qui se sont battus pendant des années pour l'équité salariale, penses-tu que tu viens de les convaincre de voter libéral pour ça? Ben, le PQ ne l'a pas réglé. Il a été là longtemps. Ben oui. Oui, mais il me semble que l'engagement politique, c'est plus profond que juste le petit chèque. Oui. Mais nous autres, on le sait. Puis on se fait pogner à chaque fois. Il joue tout au Père Noël. OK. Daniel à Louisville, on prend un appel à Louisville. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je vous félicite de votre émission, premièrement. Merci. OK. Bon, ben moi, je peux vous dire, en tant que fédéraliste, c'est sûr, non seulement j'ai confiance à mon chef, Jean Charest, mais j'ai jamais cru l'impopularité. Moi, j'ai trop cru que c'est des péquistes jaloux qui ont voulu monter ça, puis c'est simplement ça que je pense. Je ne crée pas ça, l'impopularité, parce que, me semble, il y a tellement fait pour nous autres, là, puis même au Parti conservateur, j'en avais confiance. Donc, vous, il vous fait vibrer, Jean Charest. non, mais tu sais, je veux dire... Vous l'aimez, vous reconnaissez en lui. Non, mais, tu sais, regardez, juste, mettons, un exemple du PQ, là. En fait, mettons, là, c'était tellement, eux autres, l'idée de se séparer. Tout le monde, aujourd'hui, s'associe pour pouvoir... ça coûte moins cher. Mettons, Brody Molson au Kiev. Tout le monde s'associe, puis le PQ, eux autres, ils veulent nous séparer. Tu sais, en se séparant, c'est là que ça te coûte plus cher. Pas nécessairement. Regardez, fusion municipale, Montréal, trou de 400 millions l'année prochaine. S'associer, c'est pas trop bon. Oui, mais c'est parce que l'association a été ratée.
Oui, mais ça a été forcé. C'est justement, comme qu'on dit, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mettons. Ouais, mais vous êtes en train de me dire qu'on pourrait pas être assez intelligent pour être indépendant? Moi, je pense que oui, on pourrait, techniquement. On n'est pas fous ici. Oui, mais financièrement, c'est peut-être pas la solution. Mais oui, mais ça demande des sacrifices, que tu veux, je te dis. Mais oui, mais tu peux en faire, toi, des sacrifices? Oui, moi, je serais prêt. Si on me donne la garantie que les leaders vont être intelligents et brillants, moi, je serais prêt. Oui, mais tant qu'on n'a pas de garantie, c'est le contraire. C'est toujours le contraire qui arrive. C'est toujours le contraire qui arrive. Qu'on reste dans le Canada. OK. Merci, Daniel. À Montréal, Gérard, bonjour. Gérard? Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, premièrement, félicitations pour votre émission. Merci. Moi, je viens de Gaspésie. Oui. Bon. Où ça? Comptez mon aventure. Non, mais quel village? Pastébiac. C'est bien. OK. Salut au monde de Pastébiac en passant. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Oui. Vous parliez tantôt de M. Boisclair. Oui. Élection, premièrement, ça va être au printemps. Oui? Oui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pense que Jean Charest va prendre le temps de remonter à la pente un peu. Puis pour ce qui est du PQ, moi, je suis parti de la Gaspésie en 2002. OK. J'ai vécu les élections de 93, le référendum 94. Okay. Monsieur Bouchard, Monsieur Parizeau, Monsieur Landry sont tous venus un après l'autre. Ils promettaient mer à boire aux Gaspésiens. Et puis? Si je regarde ça aujourd'hui, là, je pense que M. Boisclair... Vous êtes en train de mourir de soif? Il est à côté de la traque, puis pas à peu près. Ça va prendre une grande cruche d'eau pour vous... Vous avez entendu parler, vous autres, qu'il y a eu des gros développements en Gaspésie durant les années du Parti québécois? Non. On se rappelle de la Gaspésie. Oui, il y a eu ça. Le trou sans fond. Le trou, ah oui. Pire que le scandale des commandites, mais on l'oublie. Oui, il y a eu la Gaspésia, que ça a été un gros flop. La fameuse cimenterie à Port-de-Niel que M. Bouchard avait dit qu'il prenait le dossier personnellement dans ses mains, là. Ouais. C'est rendu où, ça? Ça a été où, ça? Je vous arrête là, Gérard. Merci beaucoup. C'est déjà tout le temps. Parce que je veux dire ce courriel de M. Grégoire de Laval qui dit Charest a fait de la vieille politique à la remorque du fédéral, mais il dit Boisclair est une grande erreur des délégués du Parti québécois. Il dit je suis tanné de voir son sourire de reine du carnaval. J'ai mal aux dents. Bonjour, à demain. La pression, tu me dis ça là, de même? Oui. La pression. Mais un député d'opposition, personnalité publique, oui, mais pas tellement visible. Là. On peut pas dire que c'était un gars de premier rang. Non, mais c'était un bourreau de travail. Puis dans son comté, probablement, qui était très apprécié, très aimé. Puis à un moment donné, quand tu es un personnage public, les gens ne font plus la différence entre toi et le personnage. Et c'est là que tu sors de ton enveloppe et tu te dis... Au fond, la vie vaut peut-être pas la peine quand t'as pas vu tes 4 enfants. Ouais, mais il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Sûrement. Il y a eu une querelle. Il y a de quoi, là. Un gars capote pas comme ça en l'espace de 30 secondes au volant de son automobile. Il y a des gens qui savaient. Le problème, c'est que peut-être que comme Gaétan Giroir, tout comme Gaétan Giroir, on ne connaîtra jamais le fin fond de l'histoire. On va nous cacher ci, puis on va nous cacher ça. Puis quand on va essayer d'en parler, ils vont dire, si on n'en parle pas, c'est un suicide. Mais tu sais, là, pour un homme public, de parler de ses difficultés, puis qui peut... Écoute, moi, j'arrive le matin, je vais assez casser. Quand j'arrive à Pile-Sainte-Catherine, il y a un guichet de la Caisse populaire Desjardins. Il couche là. Il couche là-dedans. Ça sent le diable. Ça n'a pas de bon sens. Les gens tu te pinces le nez pour aller faire un dépôt ou un retrait chez Desjardins. Puis les gars, vers 6h30, 7h, sont obligés de venir laver ça pour... Mais tu sais que ça a toujours existé, ça, les vagrancy là, les lois que les Britanniques avaient fait au 19e siècle pour empêcher les vagabonds de venir dans les villes. Ça a toujours existé. Ça fait partie du paysage urbain, ça, les sans-abri. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas les aider, mais il faut pas les tasser. Ça va donner quoi? Tu vas les envoyer dans Hochelaga-Maisonneuve? Non, mais en tout cas, c'est pas une solution. Il n'y en a pas de solution. À 141 ça, là-dessus, tu as raison, il n'y en a pas de solution. Il faut revenir sur tout le phénomène. Hier matin, ça a été notre sujet. Ça a été, on en convient, assez lourd, tous les témoignages qu'on a reçus concernant le suicide comme tel chez les deux jeunes. Et là, on en rajoute ce matin en commençant à développer davantage. Puis je pense que... Kermit la grenouille. OK. Bon. As-tu vu la nouvelle de ce matin concernant les sans-abri? À Montréal, dans les parcs, là, on a défini un certain nombre d'endroits pour dire... Les sans-abri, s'ils se trouvent à cet endroit-là, on va les arrêter et on va leur donner une amende de 141 $. C'est qui à l'hôtel de ville qui a pensé à ça?
Quand est-ce qu'un sans-abri va être capable de payer 141 piastres d'amende? Puis quelle adresse que tu vas mettre sur l'étiquette? Ben non, mais c'est pas ça. Le parc Vigée. Et combien de temps ça va traîner devant les tribunaux? Combien d'avocasseries que ça va prendre? Oui, ça va coûter plus cher à la ville, l'étiquette, que de récolter. Et le problème ne sera pas résolu. Le problème des sans-abri va rester le même. Mais tu sais que Drapeau avait trouvé la solution quand le pape était venu à Montréal. On avait parqué les sans-abri dans des maisons en attendant, pour pas que ça paraisse. Ben oui. Dans le temps des Olympiques aussi. Oui, mais un jour, faudrait régler ce fameux problème. Monsieur le maire, vous allez bien? 31 août? Ben oui. Ça te rappelle des choses. Ben oui, c'est la fête à mon père aujourd'hui. Oui, mais... Bonne fête. Bonne fête à M. Gendron, mais à part ça, 31 août, Lady Di. Ah! T'étais où? T'étais où quand c'est arrivé? Moi, j'étais dans mon bureau d'avocat à Montréal, c'est la rue de Lorimier, au coin de Masson, quand c'est arrivé. Tout s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Oui, le char s'est arrêté raide, pas mal. Oui, non, mais la planète entière était tournée vers ça. Mais tu sais pourquoi le monde a eu de la sympathie pour elle? C'est à cause de la mégère. À cause de la reine. La belle-mère. La belle-mère. Ah, c'est à cause d'elle qu'on a eu de la sympathie pour Lady Di. Sans ça, c'est... Puis le prince Charles qui était frette comme un cube de glace. Imaginez le prince Charles dans le lit avec Lady Di, comment ça devait être beau. Non, mais... Que le Journal de Montréal avait raison. Le Journal de Montréal avait raison quand il a évoqué en premier lieu la thèse du suicide. Puis là, tout le monde s'est mis à être sur les freins. Puis les politiciens, très corrects, disaient « On ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. » Mais il en demeure pas moins qu'on avance vers cette possibilité-là, qu'il se soit chicané. On ne sait pas pourquoi, avec qui. Mais il y a quelqu'un qui s'est prétendu être sa femme qui a téléphoné à 911 pour dire qu'il s'en allait se jeter dans le fleuve. Il s'est pas rendu, mais il roulait 160 km à l'heure, selon les informations que moi j'ai obtenues à Repentigny, 160 km à l'heure dans une zone de 50 quand il a frappé la remorqueuse. Ça me rappelle Gaétan Giroir, tu sais. Tous les témoignages de Benoît Sauvageau, c'était l'image du bon gars. La mairesse de Repentigny était tellement optimiste qu'elle en était fatigant. Gaétan Giroir aussi, personne ne l'a vu venir. Non. La pression de la personnalité publique fait en sorte qu'à un moment donné, la calotte peut sauter.